faire pour réussir la relance du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo? C'est la grande question qui se pose. Et la radio thématique de l'éducation, la RT-Éduc, a voulu, la radio-télévision thématique de l'éducation a voulu ouvrir une réflexion, ah bah oui, pour que les différents experts viennent apporter leur pierre à l'édifice. Justement, nous allons parler de tous les 4 sous-secteurs qui constituent les secteurs de l'éducation. Vous le connaissez sans doute bien, il s'agit ici du secteur de l'enseignement ou de l'éducation nationale, hier appelé EPST. On parlera de la formation professionnelle, la recherche scientifique, mais aussi l'enseignement supérieur et les sociales. Comment faire, c'est la question. Pour en parler, spécialement aujourd'hui, nous allons nous focaliser pour ce tout premier panel sur l'EPST, hier, aujourd'hui appelé Éducation nationale. Et nous recevons pour vous M. Fleury Ndala, qui est directeur général de la DGC. M. Fleury Ndala, bienvenue. Merci beaucoup et bonjour à vous. Très bien. Il n'est pas seul. Il va s'associer à M. Alexis Oka, qui est directeur chef des services de Before BG. Monsieur Alexis, on va commencer avec vous. Bienvenue d'abord. Merci. Alors, vous avez voulu nous édifier sur la formation des enseignants et de bureaux gestionnaires. C'est votre thématique. Quel impact et quelle évaluation à faire sur la qualité? Nous allons en parler. Nous vous accordons quelques minutes pour nous éclairer la lanterne sur cette thématique qui vous revient de droit. Oui, merci pour la question. Il faut dire que pour parler de la formation, de l'intérêt que nous portons sur la formation des enseignants et le personnel de bureau gestionnaire, il faut commencer par rappeler que le rapport d'État sur l'enseignement national, le RESEN, de même que des études qui ont été effectuées sur la thématique, ont montré que notre système éducatif a perdu sa qualité. Et il est de notoriété publique de les reconnaître. Une chose est certes de reconnaître cela, mais une autre est de prendre des dispositions pour amener la solution. C'est ainsi que, fort de ces constats malheureux, négatifs, le gouvernement de la République, à travers la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2017-2025, a aligné une série de réformes, au nombre desquelles figure, en bonne position d'ailleurs, la réforme de la formation initiale des enseignants. Vous comprenez que c'est une réforme que la direction de la formation des enseignants et des bureaux gestionnaires met en œuvre avec l'appui des partenaires. Alors pour parler de cela, il faut seulement, peut-être que je résume. Je vais évoquer la toute dernière étude qui est arrivée, qui a été effectuée. C'est celle qui a porté sur la rationalisation des humanités pédagogiques en RD Congo. Pourquoi les humanités pédagogiques? C'est simple, parce que c'est la filière dans laquelle sont formés les enseignants qu'on retrouve dans les 6 premières années de l'éducation de base. Eh bien, cette étude a été l'œuvre de l'ICBA, qui est un institut spécialisé de l'UNESCO, et qui l'a réalisée à travers un échantillon de provinces. Mais pour me résumer, il faut dire que le constat a été que les humanités pédagogiques, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, ne préparent pas assez les élèves maîtres à leur métier d'enseignant. Et cette étude a fait ressortir quelques recommandations, notamment la révision du référentiel des compétences, qui reste une ressource éducative de première importance parce qu'elle donne le profil type de l'enseignant recherché. Il y a une autre recommandation allant dans le sens de revoir les programmes qui sont présentement implémentés dans les HP. Et la troisième, c'était qu'il fallait élaborer un curriculum de formation des enseignants des 6 premières années d'éducation de base dans les instituts de formation au métier des enseignements. Donc, il faut dire que la réforme de la formation initiale se réalise à travers 2 axes. Il y a
la rationalisation des HP, il y a la construction des IFM, et puisqu'il faut associer l'enseignant debout, la formation de l'enseignant debout à celle de l'enseignant assis, il est envisagé ce renforcement de la gouvernance scolaire à travers les bureaux que nous appelons les bureaux gestionnaires des écoles. Parce que l'expérience a montré que former un enseignant, c'est un bel investissement qu'on fait, mais quand on laisse cet enseignant formé entre des mains, sous la gestion des mains inexpertes, généralement, cette investiture-là, cet investissement-là, je voulais dire, ne porte pas les fruits escomptés. Voilà, bref, ce qui a été fait depuis lors, nous sommes en train de dérouler la réforme à travers une gamme d'activités. Le rapport de l'étude a été résumé et il a fait l'objet d'une dissémination parce qu'il fallait communiquer là-dessus. Parce que le commun des mortels pense que nous reconnaissons que l'enseignement a baissé de niveau, mais que les bras sont croisés, on ne fait rien. Maintenant, il se fait quelque chose. Il y a une réforme qui est en train d'être déroulée. Elle a fait l'objet d'une étude, j'en ai parlé. Au jour d'aujourd'hui, les experts du ministère, réunis autour de la task force qui a été mise en place, autour de la DIFOR-BG, ont réussi, avec l'encadrement des experts de l'UNESCO et du Bureau international de l'éducation en Suisse, ont réussi à revoir, à doter notre système éducatif d'un référentiel professionnel de compétences. Ce n'est pas une moindre chose. Nous avons, dans la même logique, réussi à produire un programme transitoire qui sera, lui, implémenté dans ce qu'il est convenu d'appeler les humanités pédagogiques rénovées. Le cadre institutionnel est déjà en place. L'autorisation est donnée de mettre en place, de créer les HPR, les humanités pédagogiques rénovées, de même que l'Institut de formation au métier de l'enseignement, dont le premier, nous espérons, sera celui et qui sera construit à Kola, en Banzangungu, et qui sera réalisé par l'AFD. Le dossier est fort avancé. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de finaliser les processus de recrutement de l'AMO principal et suivra ensuite l'AMO construction. Donc voilà, les programmes ont été élaborés, le référentiel, les programmes transitoires et les curriculums. Ils ont été imprimés, tout est là. Avec le nouveau projet efficace, il y aura tout prochainement, une étude qui va nous aider à finaliser le déroulé de la réforme elle-même, notamment en nous produisant les profils d'entrée dans les IFME et les profils de sortie, et tout ce qui va avec. Il y a les modules, les modules de formation et les guides d'orientation qui vont être élaborés. Donc il y a une série d'activités qui seront réalisées. Très bien. Voilà, alors avant de donner la parole à M. Fleury, qui est également panéliste, moi j'aimerais avoir quelques précisions, parce qu'on doit le dire, en regardant un peu comment évolue le sous-secteur, on a l'impression que l'État lui-même a été à la base de la destruction du sous-secteur. Quand on parle de recrutement, sans tenir compte de la qualité de ceux qui sont recrutés, vous gérez les bureaux gestionnaires. Lorsqu'on parle de la formation, notamment des enseignants, on voit qu'ils sont tellement nombreux, mais peu de centres de formation. J'aurais bien voulu vous entendre parler également de ce centre de formation. Aujourd'hui, le regard du gouvernement s'oriente vers la qualité. Et vous, vous êtes expert, on va vous sortir un peu de votre casquette d'administratif au ministère de l'Enseignement national en tant qu'expert. Où est-ce que l'État doit toucher pour que cette qualité soit une réussite? Merci, mais l'homme, dit-on, l'homme ne donne que ce qu'il a. Pour que la qualité que nous recherchons dans l'enfant soit effective, mais il faut commencer par former les formateurs. Et c'est pour cela
que les efforts sont vraiment en train d'être effectués pour dérouler cette réforme dont j'ai parlé. Parce que les programmes ont été élaborés et même imprimés. Aussitôt cette réforme ramasse quand même tout cet aspect de choses. Elle tient compte de la situation, la réalité sur le terrain. Tout à fait. Elle ramasse, elle tient compte de la situation que nous avons sur le terrain, de la qualité du personnel que nous avons, parce que j'ai parlé d'une étude qui a été réalisée. Ce n'est pas par hasard. Eh bien, quand cette étude a porté sur les humanités pédagogiques, dites-moi, c'est dans cette filière qu'on trouve les enseignants qui sont dans les 6 premières classes de l'éducation de base. Donc, il suffit qu'avec l'opérationnalisation du projet efficace, dont j'ai parlé tout à l'heure, excusez-moi, eh bien, les modules seront élaborés par les experts, seront élaborés, de même que les guides d'orientation, et très vite, nous allons communiquer, nous allons former les formateurs, et dans l'entretemps, il suffit que nous puissions réhabiliter les écoles qui vont abriter les humanités pédagogiques rénovées et les écoles d'application pour que finalement que la réforme soit lancée, soit mise en place et au bout de 4 ans, eh bien, on va évaluer et voir qu'est-ce que ça va donner. Nous avons vraiment foi que cette fois ça va aller parce qu'il ne faut pas entreprendre quand on n'est pas convaincu du résultat escompté. Très bien. Nous pensons que nous sommes bien partis pour que cette réforme puisse nous mettre à la disposition du système éducatif un enseignant qui soit professionnel. C'est ainsi que nous disons, oui, avoir des enseignants professionnels, ça nous fera du bien, mais il faut aussi former les gestionnaires. Très bien. Voilà, on va revenir à vous. Je pense que vous allez peut-être vous faire compléter par un autre panéliste, je l'appelle ainsi. Et il a été présenté tout à l'heure, c'est M. Florine Dalla, directeur de la DGC. Je ne sais pas mieux vous présenter. On va vous laisser quand même la primeur de dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites exactement à la direction des gestions de communication du ministère de l'Enseignement national. Ensuite, on vous accordera la parole pour votre thématique qui portera sur les plateformes de redevabilité Allo École et la mécanisation des gestions de plaintes. C'est un des canaux mis en place par le gouvernement pour réussir cet accès à l'éducation. Cet accès qui, par la suite, crée problème puisque ça dérange un tout petit peu la qualité, on doit le dire. Florine Dalla, vous êtes le bienvenu. Votre présentation rapide et vous avez 10 minutes pour votre exposé. Je crois que chacun de nous a son année d'arrivée à l'EPST. Je suis à côté du doyen, un papa pour nous. Je crois que quand il a commencé à l'EPST, nous n'étions que des enfants, mais bon, nous sommes arrivés et nous avons été bien accueillis, bien mis en place. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui capables de partager ces plateaux. Ça fait 11 ans que je suis à l'EPST à la direction de gestion de communication et actuellement je suis le directeur chef du département du mécanisme de gestion des plaintes qui fait peur mais en fait qui n'est qu'un instrument de l'établissement du dialogue social. L'UNESCO qui accompagne le gouvernement, les ministères dans la question éducative a contribué à l'élaboration d'un manuel qui porte sur la révalorisation de la fonction enseignante. Et dans ces manuels, on parle de la condition professionnelle et sociale de l'enseignant. On a conseillé au ministère, au gouvernement, de mettre en place un cadre de dialogue social qui n'était pas régulier ou vraiment existant dans le cadre congolais. Il faut dire que des efforts ont été faits. Parmi ces efforts, il faut compter les mécanismes de gestion des plaintes. D'autant plus que la loi cadre de l'enseignement national parle de le secteur éducatif est dirigé sous le mode partenarial. Et comme partenaires, nous avons plusieurs, notamment les élèves, les parents, les syndicats des enseignants et ainsi de suite. Et donc, le MGP permet en fait cette interaction entre les autorités du ministère et du gouvernement et tous les partenaires. Par les MGP, qu'est-ce qu'ils font les partenaires? Ils peuvent relever
de choses qui ne marchent pas et demander leur correction, les élèves, les parents et toute personne intéressée par la question éducative. Évidemment, on ne peut pas avoir une société et un ministère sans sanctions. Mais avant d'avoir ces sanctions, on a d'abord un référentiel qui établit le comportement, les attitudes qu'un enseignant, qu'un administratif au ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui doit avoir. Nous avons pour cela déjà lancé et fait signer l'acte d'engagement au code de conduite, au code de bonne conduite du personnel enseignant, qui est un instrument qui garantit un comportement éthique et professionnel qu'il faut dans les milieux éducatifs. Nous parlons bien de l'éducation qui va au-delà de l'instruction, parce que nous ne formons pas seulement l'enfant congolais quant au niveau intellect, au niveau de savoir, mais aussi au niveau du cœur, au niveau du comportement. Bref, c'est une formation intégrale. Et donc, l'enseignant qui est au cœur et même le personnel administratif qui veille sur cet enseignant doit avoir ce comportement qui rend l'environnement éducatif propice à l'apprentissage des enfants, propice au travail de tout le monde. D'où le code de bonne conduite du personnel enseignant qui est tiré de tous les règlements, de toutes les lois dont dispose la République. On a simplement sélectionné des articles qui sont beaucoup plus appropriés pour les contextes de l'enseignement, ces 22 articles. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas dans le comportement tel que requis par les codes de bonne conduite, et si vous avez signé l'acte d'engagement, les sanctions peuvent suivre. Ce n'est pas pour briser l'homme, mais c'est pour maintenir, conserver, comme je dis, l'environnement qui doit demeurer propice à l'apprentissage. On ne crée pas une école pour que les enfants viennent être battus par l'enseignant ou pour qu'une enseignante vienne pour être harcelée par un collègue enseignant. Donc voilà pourquoi les MGP existent et la DGC travaille à l'opérationnalisation en gérant la plateforme électronique qui est Allo École. Très bien. Alors moi, j'aimerais qu'on prenne déjà la suite qui nous parle de la qualité. Quel sera justement l'impact, puisque je le dis d'entrée de jeu, le gouvernement congolais a créé plusieurs mécanismes ou canaux pour faciliter l'accès et rendre le milieu scolaire assez attractif. Aujourd'hui, il y a un retour, et même un surnombre, on le dit. Il y a la qualité qui est cette fois-ci le cheval de bataille de ce gouvernement, on doit le dire, qui est la priorité de ce gouvernement. Quel sera l'impact de cette plateforme de redevabilité sur la qualité et quelle devrait être la logique du gouvernement pour réussir cette qualité, comme ça a été le cas avec la gratuité qui est encore en pleine consolidation. Le directeur Yuka a parlé de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Et je me répartis de là, et qui a trois axes majeurs. Il y a l'accès et l'équité à l'école, il y a la qualité et la gouvernance du système éducatif. Le premier axe, accès et équité, et le troisième, la gouvernance, travaille pour la consolidation de la qualité de l'enseignement. Et au cœur de la qualité de l'enseignement, il y a l'enseignant. C'est lui le premier dont on doit s'occuper. On peut avoir des très beaux manuels, mais si l'enseignant n'est pas capable de les comprendre, de se l'approprier et de transmettre, ça n'ira pas. On peut avoir des très beaux bâtiments, les meilleurs bâtiments scolaires au monde, mais si les élèves qui sortent de ces bâtiments-là n'ont pas maîtrisé la matière, ils n'ont pas suffisamment appris à lire, à écrire, à calculer et à être des bons citoyens, il faut le souligner, ça n'ira pas. Alors, la plateforme est un instrument de la gouvernance. Quand nous parlons de la gouvernance du système éducatif, on parle de la mise en place des normes. Il faut mettre des normes, il faut avoir des référentiels. Il faut faire respecter, par exemple, la décentralisation dans les systèmes éducatifs. Mais l'homme étant ce qu'il est, il faut le contrôler. Quand vous le formez, il faut l'évaluer, il faut le contrôler. D'où la plateforme existe pour continuer à créer cet environnement, comme je l'ai dit, favorable à l'apprentissage. L'équité, l'accès ne peuvent être possibles que
si le milieu scolaire est sécurisé et inclusif. Quand nous parlons de l'inclusivité, nous pouvons prendre cela en termes de milieu physique. L'accès à l'école est beaucoup plus facile pour les milieux urbains, comme Kinshasa, comme Lubumbashi, mais beaucoup plus difficile pour les milieux ruraux. Les normes existent qu'une école ne doit pas être implantée au-delà de 5 km de habitations. Vous avez dans les milieux ruraux, dans des villages, où les enfants commencent parfois la scolarité tard, à cause de l'éloignement de l'école. Alors, dans un tel milieu, vous pouvez recevoir les membres de la communauté, les citoyens qui sont là, les villageois, qui peuvent vous appeler et dire « Nous n'avons pas d'école implantée tout près de nos habitations pour que nos enfants aillent à l'école primaire dès l'âge qu'il faut. » La rédévabilité. C'est la rédévabilité. Et donc, c'est cette interaction-là. Et comme vous savez, les nouvelles technologies sont aussi une réforme appliquée à l'éducation nationale, avec son intégration dans l'éducation. Cela permet de réduire les distances. Il y a des coins du pays où ils ne verront jamais un ministre. Moins encore peut-être un chef de division, un sous-prophète, parce que c'est tellement éloigné du centre où se trouvent les sous-prophètes. Mais grâce à la technologie aujourd'hui, utilisée par Allo École, ils peuvent faire passer leurs doléances, leurs réclamations. Et quand, ça c'est une chose. Deuxième chose, les membres de la communauté peuvent veiller sur la qualité de l'enseignement donné à l'école où ils étudient leurs enfants s'ils ne trouvent pas gain de cause auprès des autorités directes. Là, ils peuvent passer au niveau supérieur. Ils peuvent toucher les sous-prophètes, ils peuvent toucher les prophètes. Mais imaginez, comme je l'ai encore dit, que le bureau du sous-prophète est éloigné. Grâce à Allo École, au système de MGP, ils peuvent appeler les MGP au niveau national, et du niveau national, on retransmet la plainte au niveau local de la sous-division ou de la province éducationnelle. Et donc, c'est comme un instrument de veille. Ce que nous faisons au niveau central, les normes que nous sommes en train de mettre en place, est-ce que ça a un impact au niveau local? Et quel type d'impact? Impact positif ou impact négatif? Mais auparavant, il faudrait que les citoyens, les membres de la communauté où est implantée l'école doivent être sensibilisés et formés pour que le système agisse. Très bien. Alors, on va se quitter avec cette question que je poserai à tous les deux. Je pourrais ajouter, par exemple, comment ça renforce aussi la qualité. Une des réformes ou un des instruments prévus pour la qualité, c'est les intrants. Et dans les intrants, on voit des manuels scolaires. Grâce au projet financé par le partenaire mondial de l'éducation et mis en œuvre par notre ministère, le projet de l'amélioration de la qualité de l'éducation, qu'est-ce qu'on a pu mener comme activité? C'est la distribution dans toutes les écoles des manuels scolaires. Et imaginez qu'on donne l'information que toutes les écoles, publiques ou privées, ont droit au manuel scolaire. Mais une école n'en a pas. Comment faire pour justement informer les autorités que notre école n'a pas pu avoir des manuels? Et donc nous craignons pour la qualité de l'éducation que recevront nos enfants dans cette école-là. Très bien. Je sens que vous prêchez bien pour votre propre chapelle. On va se quitter avec cette question. Monsieur Yoka, si vous pouvez prendre votre micro. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement ou la politique nationale de l'enseignement en RDC, je parle du sous-secteur, l'enseignement national, marche de pair ou respecte le principe de la loi maîtresse? On parle ici du document cité par sectoriel de l'éducation qui existe depuis des années. La stratégie, justement, voilà, ça arrive le mot, la stratégie sectorielle de l'éducation 2016-2024. Est-ce qu'il y a quand même une sorte de collaboration dans la façon de faire, ou jusque-là la stratégie est en souffrance? Non, il faut dire que ça marche de pair parce que la stratégie... Elle expire en 2025. Oui, elle se termine en 2025, mais oui, il y a des réflexions qui projettent cette analyse au-delà de 2025. Il faut dire que la stratégie, dans sa forme actuelle, c'est un instrument
qui nous rassemble un peu les remèdes multiples que le gouvernement propose pour refaire un peu l'état de santé de notre système médical. La stratégie a présenté un état des lieux. Oui. Le gouvernement doit se reposer sur cette stratégie pour apporter des solutions. Et c'est ma question, est-ce que le gouvernement se repose sur la stratégie ou il y a encore beaucoup à dire? Je pense, oui, c'est le même, nous sommes sur la lancée de ce qui est prévu dans la stratégie, mais il faut dire que le gouvernement tient bon. Parce qu'il s'agisse de la petite enfance, qu'il s'agisse de l'éducation des bases, cette réforme qui porte sur l'éducation des bases, et l'éducation de manière générale, jusqu'au niveau supérieur, toutes les réformes qui sont prévues sont déclinées dans la stratégie. Et le gouvernement s'emploie à faire en sorte que ça ne reste pas lettre morte. Très bien. On ne met pas en place des choses pour ne pas les appliquer. Et je pense que le gouvernement tient bon et nous sommes en train de continuer d'avancer tout en améliorant ce qui peut l'être. Monsieur Florindala, vous avez parlé de la gouvernance, qualité, en même temps de l'accès. Ce sont les piliers même de la stratégie. Pensez-vous que le gouvernement se repose sur ces piliers? Bien évidemment. La stratégie énumère 10 priorités, 10 réformes prioritaires. Il est vrai qu'à l'horizon 2025, ce n'est pas toutes les 10 que l'on aura peut-être bien exécutées. Je vois par exemple l'amélioration de l'enseignement de l'anglais, mais il y a 80% des réformes déjà entamées. Le recrutement du personnel enseignant, c'est déjà entamé avec les projets. De quelle manière ça s'est fait? Il faut qu'on le dise puisqu'on parle de la qualité. La stratégie prévoit une chose, mais la manière de le faire en est une autre. Non. Est-ce que le gouvernement reste dans les principes élémentaires du recrutement? Parlons d'abord de ça. Par exemple, il y a ça, je vais citer les réformes qui ont déjà été lancées. Il y a le recrutement, parce qu'il y a la politique nationale maintenant du recrutement du personnel enseignant. Il y a la réforme de la classe pré-primaire. Il y a l'intégration des langues nationales comme médium dans l'enseignement au niveau primaire. Il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a la mise en place d'un dispositif d'assurance qualité. Donc, on peut dire que nous sommes en train d'y aller, comme l'a dit le directeur Yuka, petit à petit. Les succès s'est observé déjà. Alors, à quel niveau? Il faut reconnaître que, parlons du succès. Pour plusieurs de ces réformes, nous sommes dans la phase pilote. Parce que ces réformes sont portées par des projets. Et un projet est limité dans le temps et dans l'espace. Quand il s'agit de l'espace, on peut choisir 4 provinces, nous en avons 26. Dans 4-5 provinces, vous appliquez une réforme, vous l'évaluez et ça doit maintenant arriver le temps de la duplication dans toutes les provinces. La gratuité, c'est aussi une phase pilote. Donc, la gratuité a été d'abord une phase pilote, mais depuis 2019, elle a été étendue sur tous les territoires nationaux. Ça, il faut le reconnaître. Et nous allons entrer dans la 6e année, à la rentrée 2025, 2024, 2025. Donc c'est peut-être la première génération des enfants de la gratuité qui ont commencé en 2019, qui vont finir. Et donc nous pouvons évaluer la gratuité à mi-chemin, mais aussi après le complément de tout un cycle de 6 premières années d'éducation de base par les premiers élèves. Et donc, s'il faut parler en termes des documents, oui, toutes ces réformes déjà lancées ont des documents. Il y a des référentiels de compétences, par exemple au niveau de formation des enseignants. Il y a la politique nationale de recrutement des enseignants. Il y a la politique nationale du manuel scolaire. Tous les documents existent. Les premières phases, les phases pilotes ont été menées. Elles sont évaluées chaque fois qu'il y a la revue de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Ce qui doit arriver, comme je dis, c'est la généralisation. Mais il y a un élément dont nous n'avons pas parlé, c'est le financement de l'éducation. Parce que pour
amener les livres dans tous les coins et recoins du pays, il faut de l'argent dans un pays où les voies de communication sont un problème. Il faut avoir des enseignants, des meilleurs enseignants qu'il faut déployer à travers les pays pour qu'il n'y ait pas de disparité. C'est des coûts financiers énormes. Et donc, il faut revoir le budget national de l'éducation. Il faut mener les plaidoyers pour les organisations de la société civile, les lobbying pour les organisations politiques. Il faut faire parler l'éducation auprès de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale et du Sénat pour qu'ils prennent ça en compte. Quand les budgets de l'éducation nationale baissent, comme c'était le cas en 1980, c'est la qualité qui va baisser. D'où on va tomber dans les antivaleurs du recrutement, par exemple, des enseignants par clientélisme, par népotisme. On ne va plus tenir compte de la formation initiale pour être enseignant aux 6 premières années de l'éducation de base, avoir fait des humanités pédagogiques. On va recruter un citoyen, un jeune qui n'a pas réussi ses études de droit, qui va devenir enseignant parce qu'il faut lui trouver du travail. Et là, il est peut-être formateur, il n'est pas enseignant. Donc c'est là tout le problème. Il faut financer toutes ces réformes pour que nous le rendions compte. Peut-être pas en 2025, on pourra peut-être penser en 2034 ou 2036 que réellement la mayonnaise a pris et qu'on peut parler de la qualité de l'éducation. Très bien, on va finir avec vous. Un détail sur la manière de le faire, parce qu'il a cité ce que prévoit la stratégie, mais nous sommes dans la faisabilité, le gouvernement congolais, la manière, est-ce que c'est respecté? Un détail pour finir. C'est respecté quand je prends l'aspect recrutement des enseignants basé sur le mérite. C'est respecté parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà une première vague dans les provinces qui sont concernées, qui sont appuyées par le projet Perse. Oui, la première vague a été lancée. Les enseignants... Minoritaires. Oui. La vague. Oui, minoritaires, ouais. bien sûr. Attendons de passer à l'échelle, oui. Mais c'est déjà les premiers pas qui comptent. Là où hier, on recrutait sur présentation des cadeaux, je ne sais quel type de cadeaux, mais depuis pratiquement la fin de l'année passée, on a assisté au premier lancement de ce premier concours de recrutement de nouveaux enseignants sur base du concours et la possibilité de promouvoir ceux qui sont déjà dans la carrière aux fonctions de directeur d'école, toujours par base du concours. Et ce n'est pas peu, c'est déjà un pas. Je voudrais en profiter pour dire un mot, parce qu'on n'en a pas assez parlé, sur le bureau gestionnaire. Oui, le bureau gestionnaire, nous avons passé des décennies en train d'assister à l'inacceptable approche qui voulait que le bureau de l'État, que sont les bureaux gestionnaires, soient financés par les parents, puissent fonctionner avec l'apport des parents. Mais depuis le lancement de la réforme, eh bien, l'État a pris ses responsabilités en main. L'État paye les frais de fonctionnement et des écoles et des bureaux gestionnaires. Et pour ne pas laisser ces bureaux gestionnaires sombrer, nous avons pensé à les soutenir. Au jour d'aujourd'hui, nous avons fait un effort pour faire triompher la notion de redevabilité au niveau de la gestion de la chose publique, sortir de l'opacité de la gestion qui a caractérisé cette gouvernance depuis des décennies, en mettant en place des supports. Notamment, je citerai le manuel de gestion, le manuel de procédure de gestion des frais, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine. Vous avez perçu de l'argent, vous devez rendre compte. Il faut que la traçabilité soit faite. Et sinon, vous rendez compte et voilà, ainsi de suite. Nous avons mis en place, notamment, le job description des postes. Au jour d'aujourd'hui, il est bien beau de dire à quelqu'un, on vous a affecté, voici la commission d'affectation. Mais il faut aussi dire à ce monsieur-là, au préposé, qu'est-ce qu'on attend de lui comme comportement à ce poste-là. Nous avons mis en place, nous avons ensemble réfléchi sur les critères, par exemple, d'ouverture d'un bureau gestionnaire.
Les bureaux gestionnaires ne doivent plus continuer à être ouverts au gré des vagues, au gré des demandeurs. Non, il faut des critères. Mais sinon, on est très vite dépassé. Donc nous avons réfléchi sur les critères d'ouverture des bureaux gestionnaires. Nous avons réfléchi sur les cadres organiques. Vous ne pouvez pas trouver un bureau dit gestionnaire où l'effectif Nous en connaissons ces bureaux gestionnaires avec des problèmes de cadres organiques, nous en connaissons. Le personnel, l'effectif organique, largement bâti par l'effectif en place. Ah non, là où il y a une chaise, on ne peut trouver qu'un seul monsieur. Vous ne pouvez pas demander à 10 personnes de se mettre là où il y a une chaise, mais ils vont se battre. Et tout le monde va tomber, la chaise restera vide. Donc nous sommes en train de faire en sorte qu'on retrouve la normalité. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre disponibilité. Je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Fleury Ndala, qui est directeur à la DGC. Il a eu à se présenter. Et nous avons aussi reçu M. Alexis Oka, qui est directeur chef des services de Bifor BG. Merci de votre disponibilité. Vous étiez donc à l'honneur pour ce premier panel. On pourra vous faire intervenir également dans la suite pour apporter votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. Et la suite, ça sera avec un autre panel et ça sera avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.